Salut les amis, on espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo exactement. Avec un nouveau sujet. Et là, on va traiter d'un sujet banque particulièrement. Notamment comment avoir son financement à 110%, donc sans apport. Sans apport. Ouais. Je pense que c'est très important et puis pas mal d'investisseurs de plus en plus effectivement voudraient effectivement ne pas mettre d'apport. On va expliquer ce que c'est parce que peut-être pas tout le monde connaît le terme. C'est de plus en plus difficile avec le contexte actuel du Covid, etc. Mais c'est toujours possible. On va en parler, on va en débattre, apporter quelques précisions, quelques astuces et puis voilà. Exactement. Donc déjà, effectivement, le sans apport, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement avoir un financement à 110%. Donc à ce que la banque vous finance les frais de notaire et notamment quelques petits autres frais, mais voilà, qui vous finance le coût de l'opération, le coût de votre immeuble ou de l'appartement, plus les travaux et les frais de notaire, etc. Et c'est pour ça qu'on dit 110%, financement à 110%. Ouais, parce que généralement, les frais de notaire, c'est 8 à 10% à peu près du bien. Et généralement, de manière générale, c'est vrai qu'on a tendance à payer les frais de notaire. Voilà, ça fait partie du deal entre guillemets. Mais c'est possible de se faire financer à 110% et les investisseurs un peu initiés, aguerris, savent comment l'utiliser et voilà, et ne s'en gênent pas d'ailleurs. Exactement. Donc du coup, il y a deux situations. Soit effectivement, vous n'avez pas énormément d'épargne ou pas du tout d'épargne et du coup, effectivement, vous voulez passer par du 110%. Dans l'autre cas, vous avez de l'épargne, combien même beaucoup d'épargne et vous voulez tout simplement le garder effectivement en cas de pépin et de toute façon vous avez raison, c'est ce qu'il faudrait faire et puis nous c'est ce qu'on avait fait, après on l'a utilisé mais c'est vrai que c'est de manière plus sécurisant de se dire de faire ça. Pour obtenir un financement à 110%, je pense que vous le savez, il est important de voir plusieurs banques. Vous allez voir une à deux banques, il est très probable que, après ça dépend les banques, mais il est très probable que vous ayez beaucoup de refus. Donc, qui dit beaucoup de refus, c'est faut voir vraiment un nombre maximum de banques, 10, 15, voire même peut-être 20. Voilà, plus vous irez voir de banques, plus vous aurez potentiellement d'accord à un financement à 110%. C'est surtout que je pense que là, post-Covid, là où pendant qu'on tourne cette vidéo, je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de banques qui ont du mal à accorder le 110%. Mais je pense notamment que c'est toujours faisable qu'il y ait des accords dans certaines banques, mais à certaines conditions. Je pense qu'on va en venir, mais je pense que ça existe encore. Mais il va falloir chercher. Ça va être de plus en plus dur, je pense. Il faut dire quelque chose par rapport au fait que les banques, en fait, pourquoi elles n'aiment pas le financement à 110%? Parce que c'est un peu plus risqué pour elles. Pourquoi? Parce que elles financent les frais de notaire. Si vous avez mal fait les choses et que vous avez acheté au-dessus du prix du marché, est-ce que vous allez pouvoir rembourser les frais de notaire? Même ne serait-ce que demain vous vendez. Ils ont financé les frais de notaire, donc pour eux, vous comprenez que c'est super risqué, quoi. C'est pour ça qu'ils aiment bien que vous mettiez les frais de notaire, comme ça, effectivement, si vous avez bien acheté au prix du marché ou voire même en dessous, ils n'auront pas de perte. Ils ont une certaine sécurité, il faut dire ce qu'il y a. C'est clair. Donc notamment, vous avez pour les petits projets à hauteur de 50, 100, 150 000 euros, là le sans apport, ça va être, je pense, faisable largement. Faisable. Mais pour les gros projets, c'est vrai que ça va être un peu plus dur. Et notamment, les banques, notamment les directeurs d'agence qui ont un pouvoir de délégation. Il faut toujours voir le pouvoir de délégation. Et effectivement, là, si ils ont le pouvoir de délégation et que pour eux c'est possible, je pense que c'est largement faisable. Déjà, dans un premier temps, le banquier, la personne vraiment avec qui vous êtes en face, lui-même, le banquier a un pouvoir de délégation à un montant maximum. Si évidemment, plus votre projet est important, plus le niveau de délégation va être au-dessus. Donc, qui dit au-dessus dit dans un premier temps le directeur d'agence. Et même si ça va au-delà, si vraiment le projet est important, ça peut aller jusqu'à la société de cautionnement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir le oui du banquier, le oui du directeur d'agence, mais la société de cautionnement refuse. Et d'ailleurs, ça a été le cas pour nous. Exactement. Bizarrement, pourtant, et pourtant, c'était pas non plus un projet si important que ça. Et auquel cas, vous pouvez passer, en faire une hypothèque, vous avez de multiples possibilités. Exactement. Mais il faut toujours voir en fonction
de l'investissement, de l'importance de l'investissement dans lequel vous faites, il y a toujours le pouvoir de délégation qui se fait et donc en fonction de ça, c'est plus ou moins difficile d'avoir un financement, d'autant plus à 110%. Ouais. Ensuite, vous avez les contreparties. Il faut se dire que c'est de plus en plus dur. Faut pas le cacher. Et il va être de plus en plus à même à se dire, donner des contreparties à la banque. Et c'est normal, il faut avoir un esprit gagnant-gagnant, comme on l'a dit dans d'autres vidéos. Donc, qui dit contrepartie, dit effectivement souscrire un livret A, un compte épargne. Donc, notion également très importante, on en a parlé brièvement. Voilà, il est important d'acheter en dessous du prix du marché. Tout simplement pourquoi ? Tout simplement vous posez les chiffres sur la table auprès du banquier, en face du banquier, et voilà, ça rassure naturellement que vous ayez fait une étude de marché béton et que si vous achetez en dessous du prix du marché, si jamais il se passe quoi que ce soit, vous puissiez revendre avec même pourquoi pas une plus-value potentielle. Donc rien que ce fait-là, ça rassure les banquiers. Et donc, ça peut potentiellement être un oui pour un financement à 110% si jamais vous avez bien fait les choses par rapport à ça. Ouais, je pense que notamment, vous avez tout ce qui va être les contreparties par rapport à la banque et se dire, effectivement, ouvrir un compte épargne, un livret A. Leur domicilier ses revenus, voilà, tout ce qui va être domiciliation des revenus, ils vont vous dire, pas d'IRA, pas d'indemnité de remboursement anticipé. Voilà, toutes ces choses-là qui vont vous dire ok, on peut vous autoriser le financement. Par contre, derrière, ça va pas être possible. À un moment donné, il faut se dire voilà, esprit gagnant-gagnant. C'est ça. Ok, il m'autorise le financement et il m'autorise le 110%. Derrière, il y a des contreparties. Et c'est ça. C'est un peu le logique. Quoi. Et nous, ça a été notre cas. On est le parfait exemple. Le premier investissement, celui à 9 appartements, voilà, il y a dû avoir des contreparties. On a dû ouvrir une assurance vie, épargner de l'argent chaque mois. À un moment donné, c'est logique. Il faut se mettre à la place du banquier. Lui, il va pas vous donner le financement comme ça et que derrière, il n'y gagne pas. Parce qu'il faut rappeler que vu les taux actuels, 1,5, on est à 1, quelque chose, 1,5 en fonction des banques. Eux, ils gagnent rien. Les banques ne gagnent rien pour les investissements immobiliers. Ils vont gagner sur les assurances vie, ils vont gagner sur les PEL, etc., etc. Donc, forcément, qu'ils vont vouloir gratter justement en demandant des choses comme ça. Donc, et puis, c'est vrai que maintenant, 2020, que ce soit l'année 2020-2021, faut se dire que c'est de plus en plus compliqué. L'HCSF, elle restreint les banques à respecter le taux d'endettement à 33%, à dire les gars, on calme le jeu parce qu'effectivement, il y a eu énormément d'abus, je pense. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ils essayent de calmer le jeu. Et dans un autre sens, effectivement, le sans-apport, je pense que ça devient de plus en plus compliqué. De plus en plus difficile. Ça l'est encore, mais par contre, je pense qu'il va devoir faire de plus en plus de contreparties en échange. C'est ça, je pense. Ça. On rappelle l'importance d'épargner chaque mois, d'avoir une situation financière stable. Ça, aux yeux des banques, c'est de leur embarras. À un moment donné, il faut montrer que vous êtes solvable et que vous êtes sérieux financièrement. Si vous n'êtes pas sérieux, le banquier va le voir tout de suite avec vos comptes bancaires. Et à un moment donné, un financement, comme on vous a dit, c'est des deux côtés. Et si vous n'êtes pas sérieux, si vous épargnez pas chaque mois et que vous n'êtes pas, c'est un minimum dans vos comptes, il sera plus enclin à refuser que de vous accepter l'offre tout simplement. Ouais, exactement. Je pense qu'ensuite, on peut vous dire notamment quelques petites astuces pour améliorer que ce soit vos différents termes, ce que vous allez dire par rapport au banquier pour pouvoir avoir le sans-apport, notamment passer par un courtier. Un courtier, il a des banques partenaires, il les connaît par cœur, il va savoir amener votre projet dans le bon sens pour amener potentiellement à 110% que peut-être tout seul vous n'auriez pas pu avoir. Auquel cas, si vous voulez vraiment aller voir les banques vous-même, vous pouvez tout à fait. Mais par exemple, si vous avez 10-15 refus et que vous êtes prêt à abandonner, non, n'abandonnez pas et allez voir plutôt un courtier qui, lui, justement, comme tu l'as très bien dit, ils ont leurs contacts, ils ont leurs conditions, ils ont beaucoup plus de facilité à obtenir des crédits bancaires que monsieur et madame tout le monde. Donc, à un moment donné, surtout si vous voulez un financement à 110%, je pense que c'est pas idiot non plus de passer par un courtier, même si il y a des frais forcément qui vont avec, mais ça peut être une solution. Je pense qu'il y a notamment aussi le nantissement.
Qu'est-ce que c'est le nantissement? Effectivement, soit par un compte épargne ou même votre ERP, etc. La banque va nantir votre bien ou un pourcentage de votre bien ou d'un compte épargne et se dire, voilà, ils vont faire en sorte, ils vont saisir, enfin, ils vont clôturer, ils vont bloquer cette somme d'argent au cas où, si vous ne remboursez pas le crédit immobilier, tout simplement, et au cas où ils vont pouvoir se rembourser comme ça et se sécuriser d'un autre côté. C'est comme l'hypothèque, à un moment donné, nous ça a été notre cas. On l'a fait le nantissement. Voilà. Sur le premier immeuble, ils ont nanti, je crois, 40 000 euros ou 40 000 euros. Ouais, c'est ça. Pour la rallonge travaux qu'on avait fait. Comme on l'a dit, c'est une contrepartie qui peut être potentiellement à faire justement pour avoir votre financement. Nous, on a dû faire cette contrepartie pour avoir, c'était pour le crédit travaux, pour avoir un crédit travaux supplémentaire de 40 000 euros, je crois. Et donc, voilà, on a dû faire ce choix-là. Il y a aussi le choix d'hypothéquer, que ce soit votre maison, un de vos appartements, etc. Donc voilà, ça fait partie des contreparties si jamais ça bloque au niveau de la banque, tout simplement. Vous avez notamment l'acte en main, que effectivement, le vendeur paye vos frais de notaire et du coup vous avez un financement à 110%, effectivement comme c'est le vendeur qui va payer vos frais de notaire. Et là, la banque, il n'y aura aucun souci pour que vous ayez le 110%. Ouais, c'est clair. Donc il y a aussi ça, il y a notamment aussi le fait de s'associer à plusieurs pour améliorer un peu son scoring bancaire. Et par rapport au taux d'endettement, etc. Et donc, là, forcément, il y a plus de personnes, c'est plus sécurisant par rapport à la banque. Rien à voir. Donc logiquement, si c'est plus sécurisant et que vous avez peut-être quelques contreparties, la banque, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que vous ayez un 110%. Ouais. Autre petite astuce, c'est d'avoir un reste à vivre. Je ne sais pas si vous le savez, mais les banques, regardent le taux d'endettement, ils font des petits calculs, mais ils regardent aussi le reste à vivre. Qu'est-ce que le reste à vivre? C'est une fois que vous avez payé votre loyer, tous vos frais fixes, etc., vos charges, et il reste normalement, si vous faites bien les choses, il reste un petit peu d'argent et ils vont regarder ça pour justement voir si il y a possible d'avoir un financement. Donc vous devez augmenter votre reste à vivre. Enfin, c'est une petite astuce que vous devez prendre en compte pour justement pourquoi pas avoir un financement à 110%. Donc il dit avoir un reste à vivre conséquent, pourquoi pas déménager au lieu d'habiter en plein Paris, pourquoi pas habiter en banlieue parisienne, c'est malheureux mais bon c'est un choix à faire si vous voulez justement vous faire financer et du coup gratter un peu en loyer, etc. Pourquoi pas se serrer la ceinture aussi pendant quelques mois, pendant 5-6 mois, au lieu de dépenser des frais qui sont secondaires, serrez-vous la ceinture et voilà, et épargnez. Tout simplement améliorer son profil aux yeux des banquiers et ils seront peut-être plus à même à vous accorder le 110%, tandis que si vous ne faites pas d'efforts et que vous serrez la ceinture tous les mois, là vous avez une situation un peu compliquée bancale et là les banquiers pour vous accorder du 110%, faut se mettre à leur place à un moment donné. Si vous avez une situation bancale et que vous leur demandez de financer le 110%, donc les frais de notaire, et que demain vous devez revendre, la banque, si elle fait que des affaires comme ça, elle va plier boutique, quoi. Donc à un moment donné, faut se mettre un peu à leur place et se dire voilà, quelle contrepartie je peux faire, quelle situation plus sécurisante je peux me mettre, s'associer. Dans quelle situation moi-même je suis, parce que faut se regarder dans un miroir et se dire dans quelle situation financière je suis. Est-ce que je suis crédible aux yeux des banques? Avant de faire des rendez-vous pour 2-3 banques, il faut vous regarder dans un miroir et vous dire est-ce que je suis crédible? Est-ce que j'ai de l'épargne? Est-ce que j'ai des contreparties que je peux proposer à la banque? Tout ça, faut le voir en amont. Faut pas s'en rendre compte 2 mois après quand vous avez fait vos rendez-vous auprès des banques. Donc voilà. De toute façon, je pense qu'on vous a énuméré tous les points. Si vous appliquez honnêtement tous les petits conseils, toutes les petites astuces qu'on vous a dites, honnêtement, je pense que vous avez de grandes chances. Notamment si vous trouvez comme on vous a dit, les bonnes banques, parce que je pense qu'il y en a certaines maintenant peut-être qui font plus, donc à se renseigner. D'où l'importance de bien chercher. Mais si vous appliquez toutes ces astuces, encore une fois, on vous a dit c'est encore possible. Je pense que ça l'est de moins en moins. En 2021, je pense que ce sera pas encore possible. Je pense. Voilà. Mais c'est de plus en plus dur. Faut dire ce qui est, mais ça reste faisable. Exactement. Donc je pense que vous avez aimé, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker, commenter, dites-nous si vous personnellement vous avez eu certains cas comme ça que effectivement c'est compliqué
vous êtes allé démarcher des banques et elles vous ont refusé le 110%. Ou auquel cas vous êtes au début de votre investissement immobilier, que vous êtes prêt à aller voir les banques et que vous avez certains doutes par rapport à votre situation financière, par rapport aux contreparties qu'on a parlé, etc. N'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. Un petit like, ça nous ferait plaisir, comme toujours. Exactement. Et puis on se retrouve exactement pour la prochaine. Voilà. Salut. Ciao.